voilà, le nouveau comité, plus ou moins complet. Non, parce qu'il n'y a pas Sina, donc il y a des... Charlotte aussi, qui a son comité de thèse, je crois, en cours, donc va nous rejoindre. Mais plus ou moins, donc, 80% des comités actuels est là, vous pouvez le voir, donc il est visible, il est transparent. On commence par se présenter peut-être, qu'est-ce que vous en pensez? On fait un petit tour de table, et après peut-être on va, sur la base de quelques questions que je vais improviser largement, on va essayer d'animer cette table, et aussi de tenter un dialogue avec la salle, n'est-ce pas? Donc un dialogue. Voilà. On commence. Je m'appelle Amélie, je suis à l'UMR Passage en géographie et je suis dans la revue Essai depuis un an, depuis cette année. Bonjour, je suis... Vous pouvez dire si votre sujet de thèse, c'est intéressant de savoir pourquoi vous travaillez, je crois. Mon sujet de thèse, je m'intéresse à la poursuite des lycéens vers l'enseignement supérieur et la place de l'université dans l'Académie de Bordeaux. Bonjour, moi c'est Emma, je suis avec le laboratoire KIMAS, comme anglophone, et je travaille, donc je suis une des dernières recrues, je crois, parce que je suis arrivée en début septembre. Donc j'ai plus de questions que de réponses, hein, certainement, on verra. Et je travaille sur la créolité dans les écrits des auteurs louisianaises à la fin du XIXe siècle. Bonjour, je m'appelle Blanche, moi je dépends de l'UR Pluriel. Je suis en thèse en co-direction en littérature comparée par Isabelle Poulain et en didactique de littérature à Rennes par une chercheuse qui s'appelle Nathalie Ranou. Et je travaille sur la scolarisation d'un corpus de poésie traduite en français. Et je suis dans le comité depuis mars-avril 2021, donc ça fait 2 ans et demi. Bonjour, je m'appelle Noémie, je suis en histoire de Notre-Dame. Voilà. Je travaille sur les relations entre la France et la Chine dans le Sud-Pacifique et je suis dans le comité de la revue Essai depuis à peu près aussi longtemps que toi, je dirais 2 ans et demi, 3 ans. Voilà. Bonjour, je m'appelle Eugénie, je suis doctorante en histoire contemporaine. Je travaille sur les trajectoires de développement de l'industrie hôtelière française en France depuis la Première Guerre mondiale et je suis dans le comité depuis 1 an maintenant. Bonjour, Alexandre. Je travaille en philosophie sur la différence entre l'être humain et l'animal dans l'histoire de la philosophie et puis en particulier dans la philosophie allemande. Et donc je suis à SPH et ça fait 1 an à peu près, peut-être presque un anniversaire, dans l'anniversaire, que je suis dans la revue. Bonjour à toutes et tous, moi je m'appelle Pierre Katsarov, je fête le même anniversaire que Alexandre, puisqu'on est venus à peu près en même temps. Et je suis à l'unité de recherche plurielle, et moi je travaille sur la représentation du terroriste dans le roman francophone et anglophone au XXIe siècle. Voilà. Voilà. C'est vraiment très représentatif de la cacophonie que ça représente effectivement la revue Essai. Vous voyez, on peut un peu donc, des différentes disciplines, vraiment une très grande variété de sujets. Et la première question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui vous a pris en fait? Pourquoi vous avez décidé de rentrer dans le comité? Quelles sont les raisons? Est-ce que, voilà, si vous pouvez peut-être, c'est une question très simple, parce que ça n'a pas de soi. Vous êtes quand même, disons, une minorité par rapport à tous les doctorants qui pourraient potentiellement faire partie de ce comité. Pourquoi donc ce choix? Qui veut répondre? Qui a envie donc de s'exprimer sur ce... Peut-être, bon, je ne sais pas. Comment, Emma? J'ai déjà un peu présenté ça hier à la journée des doctorats, enfin de la rentrée de l'école doctorale. Moi, ça fait pas très longtemps, donc c'est vrai que il y a plusieurs choses. Déjà, le désir d'être confronté à d'autres disciplines, à d'autres doctorants qui font d'autres choses en fait, et de pouvoir un peu sortir aussi de ce que notre discipline, de nos rencontres à travers les colloques dans notre discipline. C'est pas mal aussi de rencontrer d'autres gens, voir comment eux conçoivent la recherche, comment ça fonctionne aussi pour eux, et du coup d'avoir aussi
une idée un peu globale de ce que ça représente d'être dans un comité de rédaction. Et également aussi d'un point de vue un peu personnel, en fait j'ai oublié de préciser, je suis en co-tutelle avec une université en Louisiane, où j'étais avant, donc pendant 1 an et demi. Et c'est vrai qu'il y a une revue, évidemment, là-bas. On pourrait se jumeler. Oui, mais c'est vrai qu'il y a certains doctorants qui participent, mais ça reste quand même très très limité. C'est-à-dire que c'est pas totalement démocratique. On pourrait dire ça, voilà. C'est vrai que c'est vraiment plutôt les professeurs qui sont là, qui s'en occupent et qui demandent de l'aide parfois à un doctorant de relire certains articles, mais c'est tout. Les tâches voilà. sont plutôt... Donc c'était vraiment pour moi très intéressant de participer du coup à ce comité qui est, c'est vrai, on s'exprime tout à fait librement, on sent pas de hiérarchie, en tout cas on se sent tout à fait à l'aise de s'exprimer. Merci Emma. Oui, je peux ajouter rapidement. Alors moi, je suis rentrée au printemps 2021. C'était ma première année de thèse et c'était une année une année Covid où l'université avait été fermée quasiment pendant toute l'année. Et il se trouve que le comité de rédaction de la revue Essai était un des seuls espaces encore ouverts. Donc j'ai rejoint pour pouvoir justement lier des liens avec d'autres doctorants et doctorantes à ce moment-là, à un moment où c'était impossible de se rencontrer dans d'autres circonstances. Et il se trouve que c'était le moment de travail sur le numéro récit d'outre-thèse, pour lesquels on a vraiment été investi dans un travail de rédaction vraiment sur tous les articles, ce qui n'est pas tellement le cas pour les autres numéros, ce travail d'édition, pas de rédaction, mais d'édition sur tous les articles, où pour les numéros plus classiques, le travail d'édition du comité se porte plus sur l'avant-propos et pas tellement sur les autres articles. Et donc ce travail d'édition, il m'a plu, et c'est pour ça que je suis restée après, et aussi pour la diversité des sujets qui sont proposés à la revue. Je voulais juste rajouter que ce qui m'a beaucoup plu, et je m'y attendais pas en arrivant au comité, c'est la confiance qu'on nous donne. C'est-à-dire on nous dit, tu reliras cet article à l'aveugle, et on est reconnu pour nos capacités de réflexion, etc. Et l'avis qu'on donne sur l'article est reconnu comme si on était des titulaires, des professeurs. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Voilà, donc je voulais juste rajouter cet aspect-là qui m'a vraiment beaucoup intéressée en rejoignant le comité. Oui. Après, l'essentiel a été dit. Je partage cette envie commune de participer tous ensemble à la vie de la revue. Et c'est vrai que il y a cet aspect très particulier où notre avis est vraiment sollicité et compte autant que de celui de tous les autres membres. Et sinon, moi, ce qui m'a motivé, c'est tout simplement aussi une forme de curiosité, eu égard à la diversité des sujets que Essai a pu traiter, de sortir un peu, de sortir un peu de mon sujet aussi, qui m'occupe évidemment beaucoup, tout le temps qu'on y consacre, et aussi de la philosophie, plus largement, pour envisager d'autres disciplines, d'autres façons de faire, d'autres visions du monde. Et il me semblait, et c'est le cas, ça s'est confirmé, que la revue Essai était un bon cadre pour le faire. Au risque de répéter quelques trucs, je pense qu'on est arrivé assez rapidement plutôt à la question pourquoi est-ce qu'on reste. Oui. Parce que, oui, c'est complémentaire. La question pourquoi est-ce que je suis venu, par exemple, parce que c'est une suggestion de ma direction de thèse. Ça venait d'en haut. Oui, après j'avais entendu parler aussi de la revue pendant la rentrée de l'école doctorale, mais c'est vrai qu'il y a un contrepoint qui est assez intéressant dans le comité de rédaction, dans cette activité-là, par rapport au travail très solitaire de la thèse, très spécialisé. Et ça fait partie, je pense, des savoirs qui sont transmis, pas de manière livresque, mais par imprégnation. C'est quelque chose qui manque peut-être aussi quand on est doctorant et qu'on est jeune chercheur,
c'est une vision un peu plus en surplomb ou un peu plus lucide des enjeux d'un champ ou d'une institution qui est l'université, en France, au-delà même de la structure à bord de montagne. Quels sont les enjeux de la recherche, voilà, ça, c'est des choses que moi je découvre en fait complètement. Et c'est vrai que le fait d'aller piocher dans des problématiques propres à, je sais pas, la linguistique par exemple, dans le dernier numéro sur lequel on travaille, c'est quelque chose qui complète aussi peut-être une transformation de nos parcours de formation, mots en lettres par exemple. Voilà. Oui, non ? Ouais. Très bien. Oui, donc effectivement, il y avait ces besoins aussi de trépasser des frontières. Ça, c'est quelque chose qui a été toujours, disons, un peu l'élément qui a caractérisé, je pense, la motivation de différentes générations des chercheurs, doctorants, doctorantes qui ont participé à cette revue. On reviendra, je pense, justement sur ce sentiment de dépaysement que l'on vit quand on est confronté à quelque chose qui n'est pas dans notre propre champ disciplinaire et qui est une expérience, je pense, constante. Donc, la revue Essai, parce qu'on est justement amené à juger de production intellectuelle qui rarement rentre dans notre champ de spécialité. Et donc ça, c'est un vrai défi, je crois, et c'est quelque chose donc, qui, de façon très pratique, je crois, met à la preuve la notion d'interdisciplinarité. C'est ce sentiment donc d'incompétence, disons comme ça, disons au sens propre du terme, mais qui est, je crois, c'est la preuve qu'on est en train de construire justement quelque chose qui est dans l'ordre de l'interdisciplinarité. Ça, c'est quelque chose d'essentiel, je trouve. On reviendra peut-être dans les tables sur l'interdisciplinarité qui va être un peu la résultante, je pense, des différentes tables. Il y a plusieurs choses que vous avez évoquées. La chose que vous gérez simplement plus pratiquement avec vous, c'est comment vous vivez la pratique effectivement du comité. Qu'est-ce que le comité, comment il fonctionne. Peut-être c'est intéressant aussi d'expliquer un peu. Peut-être aussi si vous voyez des insuffisances, disons, dans le fonctionnement ou des choses que. Mais comment d'abord, qu'est-ce que la pratique du comité? Comment fonctionne un comité d'une revue? On a sur le bureau virtuel un dossier avec un ensemble les numéros qui ont été publiés, ceux qui vont être publiés et des textes également. Et on se voit à peu près tous les mois pour discuter de tel ou tel texte, une préface ou autre qu'on va tous relire, sur lequel on va donner notre avis quand on va se voir. Et c'est super intéressant parce que chacun a son entrée et ses commentaires à faire sur la structure du texte, ou alors le fond, ou alors la forme. Et on cumule tout et en fait on se retrouve avec des commentaires assez différents et puis on va revenir vers l'auteur, etc. Et j'aime bien voir le processus, en fait, ce qu'on voit derrière, etc. Effectivement, on se réunit une fois par mois, environ 2 heures. Voilà. On analyse les différentes propositions thématiques. Ensuite, on fait un retour aux auteurs. On rajoute par exemple les varias. Peut-être en insuffisance les varias, je dirais, parce qu'on a tendance à parfois un peu les oublier. Mais globalement, voilà, on fait nos retours aux auteurs. Parfois, on nous demande de contribuer avec la rédaction d'un avant-propos. On reviendra, mais ça a été le cas donc, des membres du comité pour réciter une thèse. On nous demande parfois de relire en double aveugle, de participer à tout numéro. Et donc, plutôt qu'une insuffisance, moi je dirais au contraire que je pense que le comité c'est plutôt une force, parce que ça nous permet d'être mieux armés à la réalité de la recherche après. Ça nous permet donc de voir de l'intérieur le monde de la rédaction. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la thèse c'est des grands moments, c'est une curieuse combinaison entre grands moments et grands moments de solitude. Et justement c'est positif de pouvoir voir de l'intérieur comment ça se passe, c'est très professionnalisant. Et je pense que c'est extrêmement instructif, voilà, de pouvoir voir l'élaboration d'un numéro, donc de la prise de thématique jusqu'à l'élaboration de la jaquette et sa publication. C'est vrai qu'on pourrait dire aussi que l'aspect, comme Sandro l'avait rappelé, l'aspect
sans cesse en devenir de la revue, et le fait qu'on est finalement amené à y passer un certain temps et puis éventuellement à la quitter, nous renvoie un petit peu à notre propre périssabilité, et c'est pas forcément toujours facile de s'investir. C'est pas forcément toujours facile de s'investir dans un projet dont on se dit qu'il sera à court ou à moyen terme. Donc ça, c'est peut-être une difficulté du modèle qui, par ailleurs, a beaucoup d'avantages et d'intérêts, mais c'est la difficulté du modèle d'une revue qui a choisi de se muer à chaque fois, de muer son comité de rédaction de façon extrêmement fréquente. Et donc c'est quelque chose à prendre en compte, je pense, pour celles et ceux qui seraient, je sais pas, j'imagine qu'il y en a peut-être quelques-uns dans la salle, qui seraient intéressés par le fait de rejoindre cette revue. Mais dont il faut se motiver à participer. Mais c'est contrebalancé par le fait qu'effectivement on est très rapidement invité à le faire, et sans faux semblant, c'est-à-dire vraiment arriver avec un avis qui sera pris en compte. Et juste pour préciser le fonctionnement, en fait, nous, notre travail se limite vraiment au vote sur les propositions de numéros, décider si ça rentre ou non dans la ligne éditoriale de la revue, et ensuite, une fois que le oui ou le non a été prononcé, on reçoit l'avant-propos, on se positionne sur cet avant-propos, il y a une série de navettes entre le comité et les autoristes de l'avant-propos, et par contre, pour les articles, les lecteurs en double aveugle, donc les deux lecteurs sont choisis directement par les porteurs et porteuses de projets. Et ça, c'est un travail qui se fait, en tout cas dans l'ombre du comité, c'est-à-dire on n'agit pas sur ces lectures en double aveugle, sauf s'il y a une demande express faite par moi par exemple. Je me suis retrouvée à relire pour le numéro Les stéréotypes du Moyen-Âge qui est sorti récemment, parce qu'il manquait justement des personnes pour relire en double aveugle certains articles, un article sur les mèmes médiévaux. Alors pas du tout, donc là aussi je n'avais pas un regard de spécialiste sur le sujet, mais je me suis prêtée au jeu de la relecture. Mais c'est assez exceptionnel, et sinon on peut relire certains articles varia, mais sinon vraiment les articles disciplinaires à l'intérieur de la revue sont plutôt relus à l'intérieur du champ disciplinaire et sont un peu exclus de cette démarche inter qui est celle de l'ensemble des numéros et de l'avant-propos. Donc si j'ai bien compris, Blanche, l'idée serait de participer davantage. Il faudrait qu'on soit beaucoup plus nombreux parce que ça demanderait. Oui. Dans l'idée, c'est ça que tu veux dire Alors pas forcément. Je trouve que finalement, je trouve ça bien que les numéros soient quand même singularisés par les porteurs et porteuses de projets, qu'il y ait que ce soit un cheminement aussi, et que le comité de rédaction se limite. Je trouve pas forcément que ce soit une limitation, mais c'était juste pour préciser le fonctionnement. Non, par rapport par exemple à la construction numéro outre-thèse, où le comité a été totalement là je pense début à la fin, oui, mais là c'était un numéro tellement spécifique, et là aussi en effet, comme disait Noémie, on s'est trouvé à écrire cet avant-propos, mais c'était pas prévu dès le début, ça s'est presque imposé à nous du fait de l'investissement émotionnel qui avait été requis pour ce numéro, et du fait qu'on ne pouvait pas rester muette après avoir accueilli ces récits-là en tant que parce que c'était une projection, voilà, donc on était requis de prendre la parole aussi sur ce qu'on avait vécu à ce moment-là, mais c'était pas prévu en tant que tel. Voilà. Merci beaucoup. Donc, et puis c'est évidemment après s'il y a des questions aussi de la salle concernant le fonctionnement pratique, je pense, oui, volontiers. Présentez-vous brièvement. Bonjour, donc je m'appelle Isabelle Lagayette. Je débute en fait dans le doctorat puisque je suis en première année. J'ai eu le plaisir de voir Madame Collignon et Madame Nathalie Jalc
lors de la première journée, de la deuxième journée des rencontres entre doctorants. Et j'avais une question, je suis intéressée vraiment par la revue Essai Montaigne que je suis donc en ligne année après année. Et donc ma question par rapport au fonctionnement est la suivante. Justement, si un jeune ou une jeune doctorante souhaite proposer un numéro par rapport à justement cette très belle revue que vous représentez vraiment merveilleusement, comment est-ce que cela se passe en fait? Ils doivent vous envoyer un mail avec un détail donc de leur projet, ce qu'ils veulent. Je voulais avoir des précisions par rapport à cela. Merci beaucoup. Tu veux répondre? Donc c'est une question très concrète. Alors c'est déjà arrivé parce qu'on a Manon Delobel qui a publié en tant que doctorante un numéro sur l'intelligence des masses qu'on dirige avec vous. Voilà. Mais c'est vrai que c'était une proposition qu'elle a faite. Absolument. En tant que doctorante. Elle a entièrement co-dirigé la gestion de ce numéro. Tout simplement nous écrire un mail. Enfin voilà, ça passe par Madame Poulain et Monsieur Landy, et puis on en discute nous ensuite en comité. Donc nous proposer une thématique globale, nous préciser si ça découle d'un événement, une journée d'études, un colloque, l'organisation de quelque chose de spécifique. Et puis ensuite apporter les différents numéros, enfin les différents contributeurs du numéro, nous préciser s'il y a des variables, et puis ensuite nous, comme l'a dit Blanche, on en discute ensuite. Alors, excusez-moi. Sachant que nous, on met simplement l'importance sur le fait qu'il faut que ce soit interdisciplinaire, parce que c'est le cœur de la revue, et on tient également à, pas une parité, mais à ce que l'intégralité du numéro ne soit pas rédigée que par des docteurs confirmés ou que par des doctorants. Voilà, on tient vraiment à cette forme d'hybridité qui est caractéristique de la revue. Ah oui, et effectivement, pas que, on ne tient pas spécialement à ce que ce soit uniquement des contributeurs de la revue Bordeaux-Montaigne. On est habitué à ce que justement l'horizon soit élargi. On a régulièrement, encore une fois, l'exemple le plus parlant, c'est le récit d'outre-thèse, où là on a des chercheurs, anciens chercheurs d'absolument partout, Amérique latine, monde anglo-saxon, qui ont contribué, et pas forcément uniquement que des personnes de la revue Bordeaux-Montaigne. Enfin, de l'université Bordeaux-Montaigne. Quelqu'un Oui, tout à fait. Brièvement. Bernard Perica, je vais travailler, parce que je débute aussi en première année au MICA. J'avais une question qui va un peu dans le prolongement de ça. Je voulais comprendre comment fonctionne la planification, le comité éditorial. C'est-à-dire que on fête aujourd'hui 10 ans, donc il y a une antériorité de 27 numéros, des thématiques qui ont été couvertes, la volonté d'être interdisciplinaire. Donc comment est-ce que vous présélectionnez, puisque 3 numéros par an, ça ne sort pas du chapeau comme ça, c'est un travail énorme et bravo pour ça. Donc comment est-ce que ça s'organise? Et deuxièmement, comment fonctionnent les appels à contribution? Très bien. C'est une question plus compliquée, mais vous êtes à même de répondre. Alors souvent c'est quand même des processus de publication qui sont vraiment longs. Bon là ça fait 2 ans et demi que je suis dans le comité de rédaction, sûrement que c'est ma dernière année là à Bordeaux-Montaigne, et je pense que il y a des numéros pour lesquels j'étais dans la discussion au moment où le numéro a été accepté et entré dans un processus plus d'édition. Je pense que je ne vais même pas les voir sortir parce que parfois ça s'étale beaucoup dans le temps. Alors pour les appels à contribution, en fait, ça dépend, là encore, ça ne dépend pas de la revue, ça dépend des porteurs et des porteuses de projets. Souvent, les porteurs et porteuses de projets nous présentent un numéro qui est déjà qui n'est pas tout à fait lancé, mais qui est déjà structuré. Ça arrive quand même régulièrement qu'un numéro soit issu en fait d'un autre événement, soit une journée d'études, ça arrive dans la publication sous une forme un peu modifiée, avec ajout d'autres contributions, relance d'un autre appel à contribution sur les sites institutionnels qu'on connaît, Fabula, Calenda, etc. Et donc ça, l'appel à contribution, finalement, ça ne dépend pas de nous. Et j'ai l'impression que c'est quand même un flux tendu. On a toujours suffisamment de propositions pour que ça s'étale dans le temps. Alors l'année dernière, on n'en a eu que
il n'y a eu que 2 numéros de sortie parce que certains projets ont pris un peu de retard. Non, 3 numéros avec le hors-série 3. Ah ouais, ok. Ou alors c'est en 2022. Oui, pendant la période Covid. Oui, voilà, il y en a eu un peu moins. Et en tout cas, moi, sur les 2 ans et demi de comité, j'ai jamais été confrontée au refus d'un projet. J'ai l'impression qu'on fait toujours plutôt confiance aux projets qui nous sont proposés et qu'on compte sur le fait, parfois, quand on sent qu'il y a un peu des limitations, qu'il y a ces 3 lignes éditoriales qu'on a citées, enfin, l'interdisciplinarité, l'équilibre jeune chercheuse et titulaire, parce que souvent c'est ça, jeune chercheuse égale précaire versus titulaire, et le mixage géographique. On compte sur le dialogue pendant le processus d'édition pour que ça s'amende, pour que cet aspect-là, qui est un peu problématique au début, s'amende, mais on a plutôt tendance à faire quand même largement confiance aux projets qui nous sont proposés. Voilà. Bon, des fois, ça génère un peu des discussions sur est-ce qu'on n'aurait pas dû refuser. Aussi, tout simplement que, le cas échéant, on invite aussi les responsables du numéro à venir discuter avec nous. Voilà. Lorsque il y a des difficultés, des contraintes, des caractéristiques qui ne semblent pas ou moyennement respectées, le dialogue se fait aussi concrètement, dans l'idéal, en présence, sinon par les moyens de la vidéo, simplement. Mais que très concrètement, le dialogue a lieu en présence. Ouais, je vais faire ça. Oui, peut-être, je peux ajouter quelque chose. Effectivement, ce qui est dans la question, il n'y a pas vraiment une programmation d'en haut. C'est-à-dire, ça c'est peut-être aussi une lacune qu'on peut signaler. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a jamais le temps parce qu'en fait, on est tout le temps sollicité par des propositions de numéros. Et donc la revue, en fait, elle a publié pendant, disons, 27 numéros, parce qu'en fait, les numéros émanent en quelque sorte d'une base qui est, disons, Bordeaux-Montaigne au sens large, parce qu'en réalité, il y a ici aussi l'École nationale d'architecture, donc il y a un numéro qui va bien au-delà donc aussi de nos périmètres. Nous, on aimerait bien aussi avoir donc, des numéros qui émanent de Bordeaux, de l'Université de Bordeaux, des autres, évidemment, institutions bordelaise et au-delà. Mais en réalité, voilà, on est un peu à flux tendu. Et ce qui manque peut-être, c'est justement les moments où le comité de rédaction prend le temps et voilà, on construit un objet. On a fait, notamment pour notre thèse. On a un projet, donc. On a un projet, donc peut-être Isabelle va en parler tout à l'heure, c'est autour de la question, peut-être pas, mais peut-être ça va revenir sur la table. Mais c'est un vrai point. Peut-être on n'a pas le temps, je dirais pas, on a l'autorité pour le faire, mais on ne se donne pas peut-être le temps pour le faire. Et ça, c'est quelque chose sur lequel peut-être on pourra réfléchir. Donc, en gros, on reçoit, on la met ou pas, c'est vrai qu'on la met presque toujours, mais on la met pas on la met toujours avec un filtre. C'est-à-dire, pour nous, il y a toujours des critères. Par exemple, les journées d'études ne sont pas publiables telles quelles. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une transformation. Il y a toujours une transformation que le comité impose. Et il y a un regard important que le comité porte, notamment sur le texte liminaire, qui est le texte d'introduction, qui est un texte fondamental pour nous, qui pratiquement relève d'une écriture collective. Et là, il y a beaucoup de navettes. On pourrait faire l'historique, effectivement, de tous les préfaces, donc les introductions qui ont fait l'objet d'une navette, souvent très lourde et parfois douloureuse. Mais voilà, ça c'est un vrai travail. Mais ce qui manque, et je suis le premier à le signaler, et je sens cette lacune, cette insuffisance, je sens qu'on pourrait aller au-delà de ce travail, donc en gros, de filtre que l'on fait, disons des programmations passives, je l'appellerais comme ça, et aller vers une programmation active. On le fait rarement, mais ce serait intéressant de le faire, et pour ça, il faudrait davantage de force. Voilà. Donc c'est une invitation aussi à participer à ce projet. Oui, Blanche, oui. Oui, je voulais juste rajouter que, à titre personnel, mais je pense que c'est partagé, je pense pas que le comité devrait se donner la légitimité d'imposer des temporalités pour la production des numéros, notamment parce que beaucoup de numéros sont co-dirigés ou dirigés entièrement justement par des doctorants et des doctorantes, dont dans le processus de rédaction
situation notamment professionnelle peut changer radicalement à un moment donné, et donc ce qui influe ce qui a pour conséquence des retards, des remises en question, même de la possibilité ou non d'arriver au bout du numéro. Enfin là on en a un exemple actuellement dans les coulisses. Oui. Mais dans les coulisses, non, dans la programmation en cours, voilà, dans les tuyaux. Et donc de ce point de vue-là, il me semble que c'est une fragilité peut-être de la revue, cette impossibilité de prévoir exactement quand vous sortirez le numéro, mais il me semble que c'est représentatif aussi de la réalité dans laquelle se trouvent les personnes qui font la revue et créent les numéros, justement parce que c'est une revue qui se permet d'être ouverte à des états de la recherche qui sont en construction. Merci pour cette précision. Non, je ne pensais pas, ne parlais pas, effectivement, il y a des numéros qui ont une gestation extrêmement longue et qui reflètent effectivement la nature même donc, des projets qui sont portés par des doctorants, doctorantes. Donc ça, donc j'ai pensé surtout au fait que le comité, donc, de mon point de vue, pourrait avoir un rôle de programmateur, donc de monteur davantage, comme on a fait autrefois. Mais ça, c'est simplement une idée que je lance, effectivement. Pour ça, effectivement, il faut du temps, il faut beaucoup de... Et, voilà. Mais je pense qu'on aurait le potentiel ici pour le faire, parce que voilà, c'est une belle école de ce point de vue. S'il n'y a pas d'autres questions, oui, peut-être. Oui. Présentez-vous brièvement. Bonjour, alors, je suis Damien, jeune doctorant et presque vieux bonhomme. Donc en fait, moi c'est juste une toute petite... je suis à Passage, pardon, mais côté ANSA. Ah, très bien. Voilà. Moi j'ai une petite question, mais en fait vous avez dit qu'il y avait une volonté de renouveler quand même régulièrement le comité éditorial. Je voulais savoir si c'est quelque chose qui se fait naturellement ou s'il y a des temporalités, s'il y a des durées de mandat. Au fil de l'eau. D'accord. C'est au fil de l'eau, donc si vous décidez la prochaine fois d'être avec nous, donc la prochaine réunion c'est le 16 à 16h, ça 3, première étape. 13. 13. Voilà, Sophie, après donc il y a un formulaire à remplir, mais ça se fait vraiment comme ça, au fil de l'eau. C'est très... Ouais, si vous pouvez rester comme d'auteur, si vous voulez, pas de souci. Vous pouvez rester comme d'auteur. Oui, je ne sais pas si... Oui, Emma ? J'ai une question. À moi ? À tout le monde, en fait, au comité ou aux anciens, peut-être plutôt aux gens qui sont peut-être déjà qui sont titulaires, mais c'est plutôt sur l'historique, parce que c'est vrai que là, il y a beaucoup de doctorants dans le comité maintenant, là, depuis que je suis arrivée, j'ai l'impression, et je me demande comment ça fonctionne un peu, vraiment le contact entre peut-être enseignants-chercheurs et voilà, les doctorants. C'est la question que j'avais posée tout à l'heure. Tu m'as anticipé, très bien, parfait. Est-ce que ça coule de source ? Est-ce que c'est peut-être frustrant aussi parfois pour les experts ou les gens qui ont plus d'expérience de laisser peut-être des gens qui débutent, qui ne savent pas forcément ce qu'ils font non plus Est-ce qu'il y a une forme de conflit ou est-ce que c'est vraiment... Est-ce que ça a toujours été comme ça ? J'ai l'impression qu'il y avait quand même plus avant, peut-être plus de... C'était plus paritaire, je ne sais pas. On a des exemples très frais, je vois avec Gauvin, mais oui, je peux peut-être compléter la question, et c'est effectivement la question que j'allais poser, parce que l'un des partis pris de cette revue, c'est un peu une sorte d'anti-hiérarchie. C'est un peu utopiste, disons, dans un monde qui est, que l'on le veuille ou pas, même dans nos universités, disons, progressistes, qui est très hiérarchisé. Et après, donc, ça dépend aussi de milieux dans lesquels on évolue, donc des départements dans lesquels on évolue. Mais en réalité, les hiérarchies sont là, et souvent de façon très, très visible. Ou quand elles sont invisibles, c'est encore pire. Et disons que le parti pris qu'on avait ici, c'était de mettre autour d'une table et se dire comment on est tous, plus ou moins, on est tous chercheurs, hein, jeunes chercheurs confirmés. Voilà, c'est la seule distinction qu'on. Mais chercheurs jeunes. Jeune, oui, on est jeune quand on est, oui, parce qu'on c'est une pratique qui permet de se rajeunir tout le temps. Mais c'était ça un peu l'idée, et la question qu'elle m'a posée, c'était une vraie question, c'est-à-dire concrètement, on a insisté, donc dans l'historique, parce que la question, on a assisté à des moments extrêmement tendus, mais très intéressants, effectivement, dans lesquels des chercheurs confirmants étaient remis en question, concrètement. Dans leurs articles, dans leurs choix. Ça, je pense que peut-être oui, tu vois, donc voilà. On peut peut-être apporter quelques témoignages là-dessus.
Oui, pourquoi pas. Voyons, sous le sceau de l'anonymat, évidemment. Donc peut-être pas. Mais voilà, donc concrètement, la question qu'on peut vous poser, peut-être on peut poser ensuite à la salle, aux anciens, c'est comment vivez-vous donc ce parti pris donc de l'anti-hiérarchie, de décloisonnement du point de vue effectivement de l'horizontalité. Est-ce que c'est de la rhétorique, ou bien donc c'est de la pratique, ou bien c'est comment? Voilà, comment vivez-vous ça? Comment, par exemple, comment juger donc le travail donc d'un professeur quand on est simplement doctorant? Et ça, je crois, c'est quelque chose d'important. Je ne sais pas si quelqu'un veut s'exprimer là-dessus, parce que c'est un point important effectivement dans la revue. Comment? C'est tendancieux quand même. Ben oui. Vas-y. Ouais, mais si tu veux, je peux meubler. Hein. Ah ben, le meuble. Alexandra, vas-y. Non, moi j'ai appris à parler sans micro parce que le comité quand même fallait parler. Fondatrice, hein. Sandra, fondatrice. Donc nous on avait beaucoup de vieux avec nous. C'est vrai. C'est vrai. Donc on devait quand même se confronter aux vieux quoi. Donc voilà. Alors après la parole, il y avait une confiance que vous vivez avec Isabelle et Sandro. Cette confiance-là et aussi la confiance de nos directeurs de recherche. Moi, mon directeur de recherche, il m'a dit vas-y, fonce, ça va être super pour toi. Enfin, à l'époque, il me vous voyait, il a décidé de me tutoyer quand j'ai eu ma thèse. Hein. Donc, on se vous voyait. Donc, il me disait, à l'annonce, le professeur à l'annonce me disait vous devez y aller, il faut vous confronter à la parole de votre chercheur, confirmez ou pas, ce n'est pas le sujet, il faut se confronter. Cette confrontation, elle n'est pas toujours facile, et même elle n'était pas toujours facile, même entre nous. Parce que des fois, certaines personnalités peuvent avoir aussi, ça peut être une histoire de personnalité, il y a des personnes qui sont, je sais pas moi, Bertrand et moi par exemple, on va être un peu des frondeurs des fois, tu vois, par exemple, dans le comité des fois on a fait un peu autorité comme ça, on a dit, sans vouloir, hein, c'est parce qu'intellectuellement ça nous portait, tu vois, et du coup on se rendait pas compte forcément qu'on pouvait comprendre, et souvent après la situation faisait, la prise de parole libre, elle faisait qu'on pouvait aussi, nous, un petit peu se calmer, je pense, des fois. Ouais, je pouvais parler de Chamoulot aussi, de Brice qui pouvait être aussi, des fois, très incisif. Voilà. Il n'est pas là, on peut dire du mal, c'est bien. Attention, on est fou. Non, mais c'est vrai que ça, c'était... Alors, moi, j'étais confrontée à ça, et c'était... je pense à ton directeur de thèse, Jean-Paul Angélibert. Ouais. Et ton directeur de thèse, par exemple, aussi, il pouvait être... C'était difficile parce que c'était quelqu'un d'impressionnant, un peu comme ça, et il était très brillant dans son éloquence et tout ça, comme toi aussi, Sandro. Du coup, nous, on est comme ça. Des fois, on était un peu... C'était un peu dur pour nous, parce qu'il fallait quand même qu'on ait qu'on nous donnait cette confiance pour le faire. Et au début, on était un peu vacillant, et on osait, en vacillant, dire des boulettes. Enfin, moi, j'ai dit des fleurs de boulettes. Mais c'est un exercice voilà, où on essaye à la prise de parole aussi, et à des luttes aussi intellectuelles. Hein, après, il y a aussi ce rapport aussi à une très grande honnêteté intellectuelle dans cette revue. J'espère que ça l'est toujours. Mais il y avait ce rapport-là très fort, même dans nos convictions, à revenir sur nos représentations disciplinaires pour dire bon, là, je me suis peut-être fourvoyée. Il y a quand même toujours eu ce rapport-là, cette honnêteté intellectuelle. Mais ça pouvait être parfois, être une lutte, et une lutte positive, je veux dire. Voilà. Et on ne s'est jamais senti ni rabaissé, ni pas du tout, au contraire. Donc ça vous a quand même renforcé dans vos... Bah oui, la preuve, c'est par la part. Absolument, par la part. Nina, je pense aussi, voulait prendre la parole concernant justement peut-être les conflits, peut-être. Je ne peux pas parler sans micro. Bonjour, donc Nina. Je ne fais pas partie des fondateurs, peut-être la deuxième génération. Ouais. Alors moi, j'ai le souvenir de moments très conflictuels. On peut le dire parce que c'était constructif, c'est pas des moments que je regrette, c'est des moments qui m'ont forgé, mais j'ai le souvenir d'être sortie parfois de certaines réunions du comité les mains un peu tremblantes, mais ce que je me disais, c'est qu'en fait ces moments-là, c'était pas tant entre le comité de rédaction où il y avait effectivement quelques chercheurs plus confirmés que nous, des maîtres de conférences, des professeurs,
Mais en général, dans le comité éditorial, ça se passait bien. Enfin, c'est pas là qu'il y avait les plus gros conflits. C'était quand on faisait ce travail de critique des avant-propos et qu'ensuite... Et après, on avait mis en place, tu te souviens, j'allais parler de ça aussi. Après, on a mis en place des méthodes pour plus avoir à se confronter aussi directement aux auteurs des avant-propos, parce qu'on allait loin dans la critique. Et c'est vrai que là, on était dans une liberté totale de regard porté sur ce travail-là. Et il y a eu des moments très difficiles là-dessus quand on devait restituer nos critiques. Et donc après, on a fait en sorte de plus avoir à vivre ça, parce que c'est vrai qu'il y a eu des moments un peu trop durs. Et où je pense qu'il y a eu presque des répercussions pour certaines personnes. Donc après, on avait même réfléchi à ça, on avait écrit une charte même, je crois. J'ai repensé à ça. Pour un peu objectiver ce processus et faire en sorte que voilà, il n'y ait plus... Et en même temps, bon, c'était hyper intéressant aussi. Mais c'est vrai que ça n'a pas été sans conflit, sans heurts, parfois, ouais. Mais pour le bien de la revue, en fait, je pense qu'on avait tous à l'esprit... Il faut que le numéro soit parfait. Alors, il n'est jamais parfait, mais il faut qu'il corresponde au niveau d'exigence qu'on avait placé. Et donc, on était prêt à aller un peu au casse-pied parfois. Et je pense qu'on était assez naïfs aussi. On était jeunes et on y allait, et voilà, mais parfois, en se disant par la suite que peut-être on y avait été un peu fort. Un exemple ? Oui. Gauvin ? Non, je vais pas. Elle veut pas. Avec Magali, on avait on retravaillait sur l'avant-propos. Magali est sortie. Ouais. Elle peut parler. Ouais, je peux parler. Et alors, ça a été hyper dur parce qu'on ne comprenait pas très bien. Pourtant, on était toutes les deux côté de rédaction, mais on ne comprenait pas vraiment ce qui nous était demandé. Enfin, ce qui était demandé à Magali. Donc, comme moi, ça parlait de la subjectivité, le nom, et comme je faisais office de spécialiste de la subjectivité, donc du coup, on m'avait demandé. Et alors, on avait eu du mal à. Même moi, j'avais du mal on n'arrivait pas très bien, on l'a assez mal vécu en fait. Et la charte est arrivée après, là, tu leur fais bien de le rappeler. Mais, parce que c'est vrai que ça a été un moment difficile où, comme on est tous issus de disciplines différentes, les attentes elles sont différentes et des fois, quand on est enfermé aussi dans notre discipline, dans la thèse, et donc tu l'as dit très bien, on est tout seul face à notre sujet de thèse. Et ce comité nous ouvre beaucoup, mais c'est vrai qu'après, on n'arrivait pas à pouvoir répondre vraiment bien. Et ça a été, on l'a vécu assez mal, je pense, avec Magali, mais surtout Magali. Moi, j'ai essayé de l'accompagner un peu pour son numéro, mais c'est vrai que ça a été un moment. Mais c'était pas une histoire de personne, je veux dire, c'était une histoire d'exigence. D'exigence. Et partagée, tout à fait. De faire un truc parfait, tout à fait. très bien Nina. Et on voulait répondre à l'exigence avec Magali, mais c'est vrai qu'on l'a surtout Magali. Ouais. Oui. Et ça a été C'est dans la parole. Pour répondre à Gauvin, qui demandait des exemples, donc effectivement je ne vais pas citer les noms, mais sur le type de discussion qu'on pouvait avoir, c'était notamment, je me souviens qu'on bataillait par exemple sur la question de l'état de l'art. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que le sujet n'était pas... s'inscrivait pas dans un paysage scientifique, qu'on ne voyait pas d'où il émergeait, qu'on n'arrivait pas à le resituer. Et ça, pour nous, c'était hyper important. Et on voyait bien que de l'autre côté, c'était pas compris, cette exigence-là. Ou alors, j'avais repensé à un autre truc. Oui, on avait beaucoup de discussions sur la question de l'urgence. C'était ton terme. Mais c'était vraiment quelque chose qui nous tenait beaucoup à cœur. Quelle est l'urgence de traiter ce sujet-là? Quelle est l'urgence d'avoir un numéro sur tel ou tel sujet? Et quand ça nous apparaissait pas clairement à la lecture de l'avant-propos, parfois, on insistait un peu là-dessus en disant, écoutez, on voit pas, on a l'impression que on va répéter des choses qui ont déjà été dites, dans quelle mesure est-ce qu'on va plus loin? Et c'était pas toujours bien perçu. Donc ça, par exemple, on l'avait rappelé dans la charte. C'était un des critères qu'il fallait savoir justifier du besoin, de l'urgence à traiter tel ou tel sujet. Je pense que ça, c'est un point sur lequel on n'a jamais dérogé. L'idée qu'en fait, on s'inscrit toujours dans un débat, et qu'est-ce que ça apporte de nouveau, quoi. En quoi, donc, c'est nécessaire. Est-ce que ce discours est un discours nécessaire? Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, je crois. Quand on a discuté les numéros, chaque numéro, c'était ça, effectivement, le point d'achoppement, souvent, parce que on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment une nécessité d'un numéro sur ça. Voilà. Donc c'est la nécessité, en quelque sorte, une nécessité intellectuelle, d'apporter quelque chose de plus dans un état de l'art, qui était parfois... Voilà. Exactement. Et sur ce point, effectivement, donc on a refusé des numéros. Alors,
Oui, on pourrait faire une liste, mais bon, c'est pas très sympathique. Jeffrey, oui. Isabelle, tu veux parler? Ouais, ça fait un moment. Ah, oui, Merci. Oui, c'est parce que ça a sa place ici. Moi, je ne me souviens pas de l'époque évoquée par Nina parce que j'ai eu quelques années d'absence, mais je me souviens que on a longtemps discuté, et je crois qu'on a acté pour ce qui se pratique maintenant. Enfin, on a décidé de ce qui se pratique maintenant, c'est-à-dire, moi, j'ai toujours été gênée quand on évaluait, on va le dire comme ça, un avant-propos devant les autres. J'ai toujours été contre ça parce que ça me semblait être comme un tribunal. Et de quel droit est-ce qu'on s'érige? Parce qu'on a aussi ses propres biais d'appréciation disciplinaire, etc. Et donc je crois que maintenant on est d'accord sur le fait qu'on évalue en l'absence. Oui, ça c'est la charte en fait dont on faisait partie. Voilà, c'est sans doute ça. Et bon, et quelquefois, j'avoue aussi que je l'ai souvent dit, que je me sens pas très en mesure d'évaluer un point de vue disciplinaire dont je ne sais pas exactement. C'est ma dernière question. Pardon, alors tous les tenants, tous les aboutissants, mais quelquefois je ne suis pas totalement d'accord avec la lecture en double aveugle qui me semble avoir ses limites. Mais ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre point. Moi, c'était plutôt donc, justement sur l'horizontalité et la hiérarchie, oui. le droit de critique, le droit des critiques, qu'on a tous exercé. Il y a eu des cas de non-horizontalité. Justement, donc c'était aussi ce point sur ça va pas de soi. Ça va pas de soi, je crois, c'est pas évident parce que justement, même si c'est enclave, on est tout le temps confronté à des hiérarchies qu'on n'évalue pas. Et les hiérarchies ont un sens aussi, d'accord? Donc si on décide en gros de les abolir, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que c'est... Oui, je pense que ça va pas de soi. Je sais pas comment vous le vivez, vous, aujourd'hui, concrètement, est-ce que cette abolition en quelque sorte virtuelle ou réelle, donc des hiérarchies, a un sens pour vous? Vous la vivez concrètement? Je ne sais pas, donc, mais c'est peut-être une question que vous avez déjà. Oui, Blanc. Alors, je trouve que dans le comité, la question de l'horizontalité, elle est facile, mais aussi parce que, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a que vous deux. Mais c'est vrai, je pense que c'est oui. Bon, et d'autant, j'ai quand même l'impression, quand je suis arrivée il y a 2 ans et demi, et toi, bon, il y a 3 ans, j'ai l'impression que là, ça fait quand même 1 an et demi que le comité, il est un peu en transition. Moi, quand je suis arrivée, pendant le récit de docteur, je me souviens de réunion, on pouvait être une vingtaine de doctorants, doctorantes. Là, aujourd'hui, en réunion, on est 6 à peu près. 6, 7, enfin, plus quand même. Un peu plus. Dizaine. Ouais. Et enfin, en tout cas, nous plus vous deux et 2-3 personnes en plus, mais qui reviennent pas forcément sur la durée. Donc voilà, là, évidemment, si on veut mettre de nouvelles choses en place, si on veut notamment, on a eu quand même là dernièrement une série de petits dysfonctionnements un peu administratifs qui pourraient être résolus si on était plus nombreux et plus nombreuses. Oui, secrétariat aussi. Oui, et même dans le cadre peut-être plus gênant dans le cadre justement de gestion éditoriale du comité de rédaction. Il y a quand même des petits dysfonctionnements de l'ordre de documents envoyés, justement notamment d'évaluation d'avant-propos. C'est le mauvais document qui a été envoyé, qui n'avait pas bien été remis en forme, par exemple. Et ça, clairement, si on était plus nombreuses, ce serait des choses qui pourraient être évitées, parce que ça donne un peu une impression de bricolage parfois. Mais ça, c'est vraiment du fait du nombre, du fait qu'on fonctionne bénévolement. Et bon, voilà, et du renouvellement constant aussi. Je crois que vous avez réglé la question, non, avec une doctorante qui... Alors justement, peut-être on peut en parler, mais bon, peut-être pas ici, mais en réalité, voilà. Il y a un vrai besoin, disons, de... Non, mais disons qu'il y a d'autres moyens. Après, donc, il faut voir effectivement avec les corps doctorales. Mais disons, nous, on avait à une époque. Et Béatrice, je m'en vais. Mais je vais revenir. Tu reviens? Oui, je m'en vais. À un moment, en fait, c'était possible parce qu'on a eu Fabien Colombo, donc qui est avec nous, mais quand même, malgré qu'il soit pas là, donc il est avec nous parce que ça a été, c'est quelqu'un qui a énormément contribué donc à cette revue. Je tiens à le rappeler aujourd'hui. Donc l'apport de Fabien Colombo à cette revue a été important. Et à un moment, donc, il a été secrétaire de la revue parce qu'il était aussi doctorant contractuel. Et donc, dans le contrat, dans le contrat d'un
doctorat contractuel, la possibilité de valoriser, donc la valorisation de la recherche. Vous avez l'enseignement, vous avez aussi la valorisation de la recherche. Donc, on peut utiliser, je sais pas, un quota d'heures, donc 30 heures par exemple, comme secrétaire de la revue. Ça a été fait, et à un moment, ça a été extrêmement bénéfique pour la revue. Je pense qu'il faut revenir à ça parce qu'on est tous, disons, voilà, et on a besoin de quelqu'un qui se consacre à ces tâches qui sont des tâches administratives, disons. Je voulais juste préciser pour le côté, la transversalité, oui. C'est que la revue Essai, finalement, c'est un accord tacite. Ceux qui nous proposent les numéros sont au courant que de toute façon, il y aura aussi ces majorités ou une parité de doctorants sur un pied d'égalité qui vont relire, etc. Donc ils le font en connaissance de cause. Et c'est une belle preuve de confiance finalement, parce qu'ils prennent le contre-pied de l'exercice. Et c'est ça aussi qui fait l'identité finalement de la revue, et c'est pour ça qu'on l'aime tous tant, je pense. C'est que ça nous ouvre des portes que finalement on n'aurait pas ailleurs. Et voilà, et toujours sur un pied d'égalité, et encore une fois caractérisé par une grande bienveillance. Donc, voilà, c'est peut-être ça qui fait aussi que l'exercice n'est pas si difficile finalement. Je vous poserai bien une question. Vas-y Alexandre. Moi, je serais bien revenu simplement sur le thème de la hiérarchie. Je pense qu'il serait en même temps illusoire de prétendre qu'il n'en existe aucune, même eu égard à l'investissement durable et impressionnant d'Isabelle et de Sandro dans le maintien de cette revue, qu'elle donne vie sans cesse. Donc il y a forcément un rapport dans lequel Sandro et Isabelle ont une forme de préséance, mais cela se fait effectivement, comme ça a été rappelé, toujours dans un cadre de bienveillance, et on est consulté sans que cette consultation ait l'air d'être là juste pour la forme. Nos remarques sont effectivement prises en compte. Même si le rapport hiérarchique existe toujours d'une certaine manière, mais il est d'une certaine manière aussi naturel, mais il est fécond dans ce cadre. Voilà, sur cette question de la hiérarchie. Merci. Peut-être qu'on va... Oui. Ouais, moi je voudrais... Oui. Après, donc, peut-être une dernière question que j'avais posée. Peut-être qu'on va devoir s'arrêter. Non, on va pas s'arrêter. Pour pas tourner le dos à la salle, enfin pour prendre une pause. Je me demandais si vous trouveriez important qu'il y ait plus d'enseignants-chercheurs titulaires. Pour ma part, je trouverais ça très intéressant, mais force est de constater que depuis 11 ans... C'était différent avant. Voilà. En tout cas, c'était différent au début, mais en fait, les enseignants-chercheurs qui participent, c'est au moment où ils proposent des numéros. Exact. Ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est ça. Donc, en fait, c'est parce que c'est quand même un investissement qui doit être évalué moins gratifiant que d'autres, je ne sais pas. Mais est-ce que vous trouveriez ça important ? Moi, c'est mon point de vue, mais peut-être qu'on peut faire des appels, je ne sais pas comment. On peut passer, oui, effectivement, il y a plusieurs moyens, il n'y a pas de solution. Oui, je pense qu'effectivement, vous ressentez ce besoin, en quelque sorte. Il faut une diversité disciplinaire. Plus... Une école de formation et de pensée. Ça, c'est quelque chose, je pense que c'est important. Oui, effectivement, il y a un déclin. Donc, je voyais Nina qui traçait une courbe. Et c'est vrai, donc il y a une courbe descendante. C'est vrai qu'avant, donc c'était une revue... ça a été toujours en majorité doctorante. Oui, donc, toujours. Ça a été la caractéristique dès le début. Donc, quand on l'a fondée, vous étiez tous doctorants, en fait, en quelque sorte. Et il n'y avait pas... On était nous deux, comme confirmés. Mais c'est vrai que cet investissement a été décroissant. Et il faut s'interroger pourquoi. Les raisons de ça, c'est quelque chose, je pense, aujourd'hui, on n'est là pas simplement pour se auto-glorifier, je crois, c'est pour pointer aussi des points faibles et qu'on essaie justement de donner de la... Voilà, oui, c'est un devenir, comme on disait justement. Mais pour que le devenir existe, c'est parce qu'on met le point aussi faible. Je ne sais pas, je ne pense pas. Non, mais je m'adresse effectivement aussi aux anciens qui sont là, et c'est des nouveaux, mais en réalité, c'est des anciens, il faut qu'ils... Voilà, c'est bien. Alors, dernière question. La toute dernière question, qui est la plus importante à mon avis, comment peut-on construire un point de vue légitime quand on est jeune comme ça, non seulement par rapport donc aux plus âgés, mais aussi par rapport à des savoirs que vous ne maîtrisez pas. Comment construire un savoir légitime
concrètement, qu'est-ce que pour vous, alors c'est une question qui passe sous l'interdisciplinarité, mais comment donc peut-on juger de production intellectuelle qui ne relève pas de votre champ disciplinaire, et comment, voilà, quelles sont vos attitudes, vos craintes, voilà, simplement ça. Ouais. Après, peut-être on va revenir sur l'interdisciplinarité tout à l'heure, mais voilà, concrètement Ouais, je pense qu'une partie de la réponse, elle est aussi dans le fait peut-être d'avoir plus de mixité entre chercheurs jeunes et plus confirmés. Je pense que ce point de vue-là, de mon point de vue, il se construit dans l'échange. Donc les échanges sont assurés, mais ils peuvent être aussi complétés s'il y avait plus d'enseignants-chercheurs titulaires, peut-être. Après, quant à l'évaluation de quelque chose qui ne relève pas de son propre champ disciplinaire, on est quand même plus ou moins formé de la même manière au moment où on entre dans cette revue, je pense, au sein d'une discipline, mais en respectant des codes de communication qui sont partagés dans la communauté scientifique. Donc, au bout d'un moment, faire la remarque que le propos n'est pas assez référencé ou n'est pas assez sourcé, c'est à la portée de chacun d'entre nous, je pense aussi. Ça permet, je pense aussi, de mettre l'accent sur la clarté de l'expression, sur la dimension pédagogique aussi d'un texte qui justement emprunte un autre format, celui plutôt de l'essai ou de l'écriture plus essayistique, et s'adresse justement à un public qui n'est pas cantonné à un champ, enfin à une discipline en tant que telle. Très bien. J'ajouterais qu'on se concentre également sur l'articulation de la démonstration, voilà, qui permet d'avoir un avis, même sans être spécialiste de la question, avec des remarques un petit peu plus pratiques, pragmatiques sur les textes. Voilà. François qui veut parler aussi. Oui, François, oui. Et puis il y avait Geoffrey. Et Geoffrey, on lui a enlevé la parole. On lui a coupé la chic tout à l'heure. Il y a longtemps. C'est François ou Geoffrey alors? Geoffrey en premier. Ça, c'est peut-être plus pertinent à la discussion actuelle de François. Oui, c'était juste par rapport au point de tout à l'heure, que vraiment, on était à l'intersection d'un monde qu'on voulait créer qui était très horizontal, comme vous avez évoqué, mais au sein d'une université qui reste quand même fondamentalement assez verticale dans son organisation et la perception du soi. Donc, c'est vrai que cette intersection, et je pense que pour cela, c'était plus facile maintenant que le revue a fait sa réputation. Les gens qui portent des numéros s'attendent à avoir cette horizontalité dans la discussion, mais à l'époque, et on a discuté avec Jean-Paul il n'y a pas si longtemps, pendant un dîner où j'étais très impressionné à l'époque. Jean-Paul Gélinet? Oui. Tu vois, qui est devenu ami, donc on peut parler très franchement de cette période, mais il avait ses idées, il avait sa chronologie, en fait, et tout ça qui ne correspondait pas forcément avec nos idées. Mais le confronter à l'époque, c'était compliqué. Et je comprends parfaitement que quand on est jeune chercheur, moi j'étais jeune chercheur, et c'était difficile par moments de simplement dire non, ou de dire oui, mais pas tout de suite, et dire aux gens qu'il y avait quand même des prestations et des rôles structurels au sein de l'université, parce qu'on sait aussi que nos carrières, nos futurs, ça dépend en fait. Ouais, et ça, c'est une réalité. On peut prétendre autrement, mais oui. Donc c'était juste pour dire ça, c'était vraiment. C'était vachement intéressant d'être à ce point d'intersection avec deux mondes qui se voyaient complètement différemment à l'époque. Et pendant toujours. François. Oui, alors, un mot qui n'a peut-être pas été assez formulé à mon goût, et notamment pour cette question de la légitimité, et notamment, je me souviens que certaines réunions ou certains comités étaient uniquement composés de doctorants et de doctorantes, à l'exception évidemment de Sandro ou de personnes qui présidaient un peu les réunions, mais ce qui était important dans cette quête de légitimité, c'est que c'est un travail collectif, avant tout. Donc, parfois, en effet, c'était de l'ordre de la cacophonie, mais moi je considère que plus nous étions nombreux, plus à la fois les arguments contradictoires et l'expertise de chacun contribuaient à augmenter la qualité de l'exigence et la qualité du rendu. Et même si peut-être que les choses changent, enfin je pensais peut-être à une comparaison un peu triviale, mais dans une équipe de football,
il y a les joueurs, enfin les joueurs changent, tous les joueurs jouent pas en même temps, enfin il y a des rotations entre les personnes, et puis dans l'évolution d'une équipe, l'équipe change, mais il y a quand même toujours un passé de flambeau comme ça qui s'opère, et cela dit, c'est jamais la même équipe, mais c'est toujours la même équipe, en fin de compte on défend les mêmes couleurs. Bon, donc je sais pas si ma comparaison est... Voilà, donc c'est surtout sur cet esprit collectif, moi je voulais accentuer la question de la légitimité, la revendiquer davantage. Voilà. Oui, il y a une sorte d'intelligence collective qui se dégage en quelque sorte de ce groupe, hein, et qui est capable comme disait Platon dans les lois, non, ils sont capables donc de sentir le bien et le mal, comme par miracle en fait. Non, quand il y a un collectif, et c'est jugé. Quoi. Comment ça se fait? C'est de l'intelligence collective, on ne sait pas pourquoi, mais ça fonctionne parfois. Je voudrais juste faire un tout petit point de commentaire pour renforcer un point qui a été soulevé. Je ne me souviens plus de ton prénom. Pardon. Voilà. Non, tout à fait à droite de l'estrade. Voilà. C'est le mot lecteur. Je pense qu'il a été prononcé une seule fois dans la matinée. Et c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. On sait que la vertu, la qualité, etc. Je pense que le fait qu'il y ait une composition, alors qui devrait être probablement effectivement plus mixte et aussi représentative des gens qui vont lire ce produit. Et la beauté du geste de l'interdisciplinarité, c'est que c'est pas une revue ultra experte d'archéologie ou de je ne sais quelle autre thématique, mais véritablement une revue qui traverse les humanités. Et cet angle-là, il doit être aussi pris en compte. Et donc, des super experts, grands professeurs, leaders mondiaux et compagnie, doivent comprendre ce point de vue. Et quand on leur demande peut-être des modulations, des précisions, des simplifications, je ne sais quoi, eh bien, c'est pour l'intérêt du lectorat. Et de fait, pour eux aussi. Voilà. Je pense que c'est un point très important. Oui, c'est vrai. Donc, on n'a jamais publié. Donc, parfois, je me souviens qu'on s'est opposé à des numéros extrêmement pointus, parce que c'était trop disciplinaire. Et non, évidemment, c'est des numéros de spécialistes parfois, mais qui s'adressent à un public, disons, un public large, et qui est capable, tout le monde est capable de lire donc, des textes, parce que c'est des textes qui portent parfois sur des thématiques très disciplinaires, très pointues, mais ça se fonde sur le pari que tout le monde est capable de le lire. Et ça, je pense qu'effectivement, le point de vue du lecteur est essentiel de ce point de vue. Et c'est important de le souligner, je crois. On s'adresse à un lectorat large d'humanité. D'humanité, effectivement. Ouais. Et merci beaucoup pour cette première table.